Bonjour à tous, bienvenue sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Nous recevons ce matin Marielle de Sarnez, eurodéputée pour le MoDem et candidate en Ile-de-France aux couleurs de l'UDI et du MoDem pour l'alternative. Bonjour Marielle de Sarnez, bonjour à vous merci d'être avec nous. Sur ce plateau avec moi, Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France, et David Blanchard, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes. Bonjour messieurs, bonjour. Merci d'être avec moi pour co-présenter cette émission. Chers internautes, vous connaissez le principe de l'émission, je vous le rappelle rapidement, vous avez une quarantaine de minutes pour réagir à l'émission et poser votre question. Je me ferai un plaisir de la retransmettre à notre invité. Marielle de Sarnez, nous y sommes, le scrutin pour les européennes, c'est dans 12 jours précisément. Pourtant, les Français ont du mal à se passionner pour ces élections européennes. Les députés semblent un peu loin des préoccupations des Français. Ils ont peut-être un peu du mal à saisir, les citoyens français, le rôle précis des députés et surtout leur force dans les institutions européennes, face à la Commission européenne, face au Conseil des ministres, face aux chefs d'État de chaque pays membre. Finalement, on se demande, est-ce que c'est bien utile d'aller voter le 25 mai prochain? À quoi ça sert ces élections finalement? C'est très important d'aller voter le 25 mai prochain. Et moi, je suis très heureuse d'être ici pour parler d'Europe avec vous, mais l'Europe, on devrait en parler tous les jours. Pas seulement au moment de la campagne, la dernière semaine, les derniers jours, en faisant le minimum. L'Europe, c'est l'horizon naturel de notre action politique à nous en France. Nous sommes dans un espace et dans un ensemble européen. Et quand on voit le monde autour de nous, il y a une question qui est très simple. Est-ce qu'on a besoin de moins d'Europe ou de plus d'Europe ? Et donc moi je crois qu'évidemment on a besoin de plus d'Europe et de mieux d'Europe, on va en parler. Je pense qu'il faut porter des réformes, il faut porter des changements. Mais en même temps, cette appartenance à l'Europe, elle est fondatrice de ce que nous sommes et de notre avenir. Mais sur cette défiance des Français, aujourd'hui un sondage a été publié par la Commission européenne qui donne des chiffres stupéfiants. 63% des Français ne font pas confiance dans l'Union européenne. Oui, enfin vous avez exactement un autre sondage, l'Eurobaromètre, qui est sorti hier, qui vient contredire ça, et qui dit qu'au fond, le sentiment de soutien, d'appartenance des Français à l'Union européenne progresse par rapport à l'année dernière. Donc vous voyez, tous ces sondages sont contradictoires. Il y a une chose qui est importante et sûre, c'est que ça fait des décennies que la classe politique dans son entier en France, de droite comme de gauche, fait porter sur l'Europe tous nos maux, toutes nos difficultés, tous nos problèmes, toutes nos problématiques, c'est toujours à cause de Bruxelles. Et ça, c'est quelque chose c'est terrible. Parce qu'au fond, ça empêche de dire que nous avons, nous, France, nous, Français, des problèmes, des difficultés que d'autres pays, comme l'Allemagne par exemple, n'ont pas. Pourtant, nous avons la même monnaie, nous sommes dans le même espace européen, nous sommes dans la même zone euro. Et donc, on voit bien qu'il y a une politique comme ça du bouc émissaire en France, qui est une politique que je récuse parce que c'est une politique qui déresponsabilise. Cela dit, juste, je vous soumets une réflexion de FRA 70-270 à l'internaute qui cible un problème bien particulier, celui de la démocratie en Europe. Oui. Elle nous dit la démocratie dans l'Union européenne n'existe pas. La France avait voté non à Lisbonne. Elle a raison d'un certain point de vue, c'est-à-dire que la France avait dit non au projet de constitution que moi je soutenais, parce que je trouve toujours que l'idée d'avoir une constitution pour les peuples européens qui disent au fond quel est l'essentiel de ce que nous avons ensemble, quelles sont les valeurs que nous portons ensemble, quel est l'avenir commun que nous construisons ensemble, c'était formidable. Bon, les Français ont dit non à ce projet de constitution. Le même texte est revenu par la porte de l'Assemblée nationale. On a enlevé de ce texte tout ce qui était formidable, c'est-à-dire le mot de constitution, les symboles, l'hymne européen, tout ça on a enlevé, hein. Drapeau européen, tout ça, on a enlevé les références symboliques du texte, on est revenu avec le même texte et les parlementaires l'ont adopté. Et donc c'est vrai que c'est une manière de faire qui ne fait pas progresser la démocratie en Europe. Mais la démocratie en Europe, c'est vital, la démocratie ça s'incarne. Et c'est pourquoi nous, au centre, MoDem et UDI, nous proposons qu'il y ait à terme un président de l'Union européenne qui soit élu au suffrage universel de l'ensemble des citoyens européens. François Hollande a récemment déclaré que rater cette échéance, ce rendez-vous, ce serait sortir de l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion? Et est-ce que finalement, au moment où il présente un plan de rigueur qui doit être accepté par Bruxelles, est-ce qu'il n'est pas mal placé pour faire campagne pour l'Europe? D'abord, je ne trouve pas qu'il fasse vraiment campagne pour l'Europe. Je trouve que c'est un texte à minima et une présence à minima sur la question européenne. Vous savez, moi je crois une chose, je crois que
Les présidents de la République française sont européens, Hollande est européen, je ne remets pas ça en cause. Mais au fond, des grands Européens, avec une vision européenne, il n'y en a plus depuis longtemps à la tête du pays. Il y a eu Giscard, qui avait vraiment une vision de l'Europe. Il y a eu Mitterrand, qui avait une vision aussi de l'Europe. Au fond, depuis, on a des présidents qui font avec l'Europe, parce que bien évidemment, c'est leur environnement naturel, mais qui ne portent pas de vision, qui ne portent même pas une vision française de l'Europe. Regardez Angela Merkel, elle a une vision de l'Europe. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais au moins, elle porte une vision. Il n'y a pas d'incarnation d'une vision française de l'Europe. Ça tient à quoi, d'après vous, s'agissant de François Hollande? C'est très étrange, parce qu'au fond, son parcours politique auprès de Jacques Delors, normalement, il devrait être un grand Européen convaincu. Je crois qu'il y a eu le traumatisme du référendum à l'intérieur du Parti socialiste quand il était premier secrétaire du Parti socialiste. Et je crois que depuis, il se dit, oh là là, le moins possible, au fond, donc je m'avance avec un concept. concept, l'homme d'une certaine synthèse qui fait qu'on n'avance pas suffisamment. On a besoin de vision, on est dans des temps difficiles, compliqués pour les peuples. Donc ils ont besoin de savoir où on va. Donc en sur l'Europe France aussi, et en Europe. il est coincé, tributaire de son électorat. J'en ai un peu peur. Il y a des divergences malgré tout qui apparaissent lors de ces élections, notamment sur l'Europe qu'on veut. Est-ce qu'il faut continuer les politiques d'austérité qui ont été mises en place ou est-ce qu'on pratique des politiques plus keynésiennes avec de la relance? La première question pour le 25 mai, c'est de dire, au fond, on veut plus d'Europe ou moins d'Europe, hein? On veut plus d'union ou moins d'union. Moi, je dis que vitalement, on a besoin de plus d'union, Qu'est-ce qu'on fait de plus d'Europe, de mieux d'Europe. Après, il y a la question de l'Europe pour faire quoi? Avec quel contenu politique? À la vérité, ceux qui opposent croissance et gestion sérieuse, ça n'a aucun sens, parce qu'on a besoin de faire les deux. Quel est le pays ou quelle est la famille qui peut dépenser plus? Nous le faisons, nous. Pas un budget en équilibre depuis plus de 30 années en France. Ça n'est pas raisonnable. Donc même si l'Union européenne n'existait pas, nous serions obligés de faire attention et de ne pas dépenser plus que ce qu'on a. Et en même temps, l'Europe, elle est utile comme instrument de création de croissance. Il y a des choses qu'on peut faire au plan européen, des grands plans d'infrastructure, par exemple le canal Seine-Nord, je dis ça parce que je suis candidate en Île-de-France, et c'est quelque chose qui serait extrêmement intéressant du point de vue de la croissance. On doit avoir une politique industrielle européenne, on doit avoir une politique de recherche européenne, on doit avoir une politique d'énergie européenne. Vous entendez mal de Sarnez quand même ce message des Européens un peu eurosceptiques qui disent stop, ras-le-bol des politiques d'austérité, il faut changer radicalement. Vous entendez ce message latent? J'entends ce qui s'est passé dans des pays comme le Portugal ou la Grèce, où il y a vraiment eu Qu'est-ce qu'il faut répondre à ces gens-là? Moi, je crois qu'il y a eu une réaction trop tardive, au fond, de l'ensemble européen, que la solidarité a trop tardé à être effective. Je n'ai pas aimé, mais je l'ai dit à l'époque, au fond, les décisions des chefs d'État et de gouvernement. Parce que rappelons une chose, en passant, il n'y a pas une décision européenne qui ne soit pas prise par les chefs d'État et de gouvernement. Il n'y a pas une décision qui, ici, ne soit pas validée par le gouvernement français. Disons bien les choses, il n'y a pas Bruxelles et puis autre chose. Vous renvoyez aussi, chefs d'État, les responsabilités. Ils ont des sacrées responsabilités. C'est eux qui ont validé, par exemple, qu'on allait mettre en place une troïka pour les pays qui étaient en très très grave difficulté comme la Grèce. Oui, parce que dire une troïka, c'est-à-dire cette façon anonyme de penser les choses, qui va venir dans votre pays, qui va vous dire ce que vous devez faire. Vous devez couper, vous devez baisser, vous devez diminuer le salaire des fonctionnaires, vous devez couper dans la masse. Tout ça n'a pas de sens. Ce qu'il aurait fallu faire avec la Grèce, par exemple, c'était aller à leur côté, les aider, prêter de l'argent bien évidemment, et essayer de réfléchir avec eux comment on pouvait avoir une réforme, mettre en place un système fiscal grec qui tienne un peu la route, les aider à faire une réforme de leur cadastre, ils n'ont pas de cadastre, faire en sorte que les armateurs concourent à la croissance du pays, regarder comment l'Église grecque pouvait elle aussi payer ses impôts. Bref, toutes sortes au fond de structuration de leur économie sur lesquelles nous aurions pu aider d'une autre façon. Par contre, en France, c'est pas ça. En France, on demande à gérer sérieusement. Mais ça fait des décennies qu'on dit qu'on vit au-delà de notre niveau de vie et que ça n'est pas raisonnable. On continue sur le fond, on parlait d'Europe, on va prendre une question de UE102 qui nous demande en quoi votre projet politique se démarque-t-il de ce que proposent les conservateurs aujourd'hui majoritaires au Parlement européen. Et plus précisément,
Qu'est-ce qui vous Moi, les détache? conservateurs, le conservateur, c'est ce qu'on appelle le PPE, hein, pour savoir. Mhm. Je veux dire, il y a au Parlement européen, on va dire 3 grands blocs, les conservateurs, le PPE, les socialistes, le PSE, et puis le centre dans lequel Qu'est-ce qui vous démarque auquel véritablement de j'appartiens. l'UMP, par exemple, pour prendre des choses un peu plus... Alors, c'est encore autre chose, ça. Ouais. C'est d'accord, l'UMP est au PPE. Qu'est-ce qui me démarque de l'UMP? C'est que nous sommes clairs et cohérents sur l'Europe. Nous sommes des Européens convaincus, heureux d'être Européens, défenseurs de l'idée européenne. Nous voulons que l'Europe avance Pensez que et l'UMP non n'est pas qu'elle stagne. n'est Nous ne voulons pas con- que l'Europe recule. Nous il ne voulons partage pas ces mêmes idées. plus d'union, plus d'unité, Vous êtes sur une vision plus plus fédérale, en fait. d'approfondissement de l'Europe, plus d'intégration de l'Europe, en particulier au sein de la zone euro. Une zone qui a une monnaie en partage, des pays qui ont une monnaie en partage, ils doivent évidemment avoir des politiques qui soient plus intégrées demain pour être plus performants au service de la croissance et de l'emploi. Voilà, c'est une grande différence. Clarté, cohérence. Donc l'UMP n'est ni claire ni cohérente sur l'Europe. Je le dis à ma façon, je parle de nos valeurs, je parle de ce que je défends. Je vous dis que nous sommes la liste qui, sur la question européenne, est claire et cohérente. On va parler des extrêmes. Question importante dans ce scrutin. Si le FN arrive en tête le 25 mai, quelles conséquences faudra-t-il en tirer au plan national? Et deuxième volet de la question, si les extrêmes arrivent en tête dans l'ensemble des pays européens, qu'est-ce qu'il faudra en déduire au plan européen? Il faut en déduire une chose, c'est qu'il faut reconstruire le lien entre les peuples et l'Europe. Et moi, je veux le reconstruire non pas en racontant n'importe quoi sur l'Europe, en expliquant qu'on peut quitter demain l'Europe, tout ceci n'existe pas. Je veux le reconstruire en faisant de cette élection peut-être le point de départ d'un vrai saut démocratique de l'Union européenne. Il faut que les peuples, que les citoyens aient leur mot à dire pour choisir leurs dirigeants. On va commencer un peu avec le président de la Commission cette fois-ci, un tout petit peu, c'est un tout petit mieux. Il faut qu'ils aient leur choix à dire sur les orientations politiques de cette Europe. Il faut que les démocraties nationales, nos parlements, nos gouvernants, arrêtent d'avoir le double langage sur la question européenne, assument le choix européen et délibèrent d'un certain nombre de choix européens. Je pense par exemple, on va négocier le traité transatlantique. On va y venir. Hein. Il n'est absolument pas normal creuser que la le question. Parlement national français n'en soit pas saisi. Il n'est pas normal que la décision ait été prise par les chefs d'État et de gouvernement de confier au fond mission à la Commission de négocier sans débat préalable dans chacun des pays. Ça, c'est la démocratie qui dysfonctionne. Et donc le populisme, c'est dû à tout ça. Et la démagogie ambiante, c'est dû à tout ça. C'est parce que personne n'assume clairement et que la démocratie nationale ne participe pas de la démocratie européenne. Mais si le 25 Voilà mai, ce que... si le Mais 25 si mai va telle ou concerner, telle liste c'est un scrutin ce qui est une probabilité à tout à un fait tour envisageable. à la proportionnelle. Mhm. À un tour à la proportionnelle. On n'est pas dans un scrutin majoritaire. Est-ce qu'on pourra dire Si le les- 25 mai aux si citoyens, les populistes- vous vous êtes trompés, ce n'est pas ça Si les l'Europe. populistes font un score, ils font un score. Et donc on fait Qu'est-ce comme qui va si- se passer? Qu'est-ce qui Ouais. va se passer? Il y aura une centaine de députés, peut-être 80 députés qui seront europhobes au Parlement européen. Ils seront très très loin d'empêcher la majorité des parlementaires européens de travailler et de travailler mieux, si possible encore, au service de la démocratie européenne. C'est une élection dans laquelle on doit pouvoir voter au fond en fonction de ce qu'on a envie de voir demain. Et donc moi je lance un appel aux Européens qu'ils viennent voter clairement pour l'Europe. Ils sont attachés à l'Europe, les Français, terriblement, considérablement. Alors oui, il y a des choses à améliorer, mais il y a aussi beaucoup de Français qui sont attachés à leur pays et qui voient des choses à améliorer dans leur pays. C'est exactement la même chose. Il y a des choses à réformer en France, il y a des choses à réformer en Europe, mais je lance vraiment un appel aux Européens qu'ils viennent voter le 25 mai. Et pour vous, ce serait quoi un bon score pour l'alternative? Un score à 2 chiffres, je vais vous dire. Voilà. Hein. Nous, on a toujours fait des listes depuis longtemps avec François Bayrou au centre de la vie politique pour toutes les élections européennes. On a eu des scores entre 9 et 12%. Alors, je souhaite le score le Vous êtes si meilleur réputé possible dans cette ambiance, Oui. qui est une ambiance où, au fond, il n'y a pas un jour où Marine Le Pen et ses amis ne soient pas sur tous les plateaux de télévision. Hein. Donc, c'est quand même, il y a quelque chose qu'on fait monter comme ça. Pour ça que je dis, au fond, c'est aux Européens de se saisir de cette élection, qu'ils s'en saisissent. Et cette élection va aussi permettre d'élire le président de la Commission. Vous-même, vous soutenez Espérons. M. Parce que c'est pas sûr. Verhofstadt, qui a peu de chances d'être élu.
Et dans le cas où c'est soit M. Juncker, soit M. Schulz, est-ce que vous avez une préférence? Je suis en désaccord total avec ce que vous venez de dire. C'est très intéressant qu'on regarde le futur Parlement européen et c'est très intéressant qu'on regarde l'équilibre politique en Europe. Il n'y a pas une Europe de droite ou une Europe de gauche. C'est comme la question de gestion sérieuse que je préfère à austérité ou croissance. À la vérité, on est obligé de faire les deux, de gérer sérieusement et de créer notre propre croissance, nous, Européens. Il n'y aura pas, contrairement à ce que tout le monde vous raconte, les partis de droite et de gauche en France, ils vous racontent des histoires. Il n'y aura pas une majorité de droite au Parlement européen ou une majorité de gauche au Parlement européen. Ça n'existe pas. Nous ne sommes pas dans un système à la française. Ce n'est pas l'Assemblée nationale française, le Parlement européen. C'est un Parlement qui est élu à la proportionnelle. Alors vous pouvez avoir le parti, les conservateurs, un peu devant les socialistes, ou les socialistes un peu devant les conservateurs, mais aucun des deux ne sera majoritaire. Vous laissez entendre qu'il y aura une coalition. Aucun des deux ne sera majoritaire. Donc au Parlement européen, comment ça fonctionne depuis toujours? C'est pas dans la culture française, donc on a du mal à le comprendre et à l'assimiler. Ça fonctionne par consensus, ça fonctionne par compromis. Les trois grands groupes, on va dire, conservateurs, socialistes et centre, votent les textes ensemble, délibèrent ensemble, créent des majorités ensemble, parce que vous devez créer une majorité la plus rassemblée possible au Parlement européen pour ensuite peser, pour négocier avec le Conseil ou avec la Commission. Donc Guy Verhofstadt est au contraire le candidat formidable pour être président de la Commission parce que c'est un homme qui pourrait rassembler de la droite à la gauche en passant par le centre. De surcroît, quand vous regardez les trois hommes, Schulz, Juncker et Guy Verhofstadt, je ne veux pas dire, je ne vais pas parler en creux de Schulz et de Juncker, mais enfin Guy Verhofstadt, il est énergique, compétent, jeune, parle toutes les langues européennes, est expérimenté, il a été 10 ans Premier ministre de Belgique, donc il sait aussi ce que c'est que le consensus et le compromis. Il a une vision de l'Europe, il veut faire avancer l'Europe. Donc Juncker et Schulz n'ont pas... Et donc, il pourrait très bien demain être le président de la Commission. Et donc moi, c'est en tous les cas mon candidat, c'est mon candidat parce que je pense que c'est le candidat le mieux à même de faire avancer l'Europe dans les 5 années qui viennent. Juncker et Schulz n'ont pas de vision de l'Europe, ne sont pas compétents, si on lit en creux votre réflexion? En tous les cas, vous savez, Guy Verhofstadt, il devait être nommé il y a 10 ans président de la Commission. Et puis il a été rayé par les chefs d'État et de gouvernement. Vous savez pourquoi il a été rayé? Parce qu'il le considérait trop européen. Moi, ça m'irait assez bien. Et entre les deux hommes, entre Juncker et Schulz, vous ne ferez pas de choix? Moi, je soutiens Guy Verhofstadt, très franchement. On a besoin de renouvellement à la présidence de la Commission, on a besoin de quelqu'un de très énergique, on a besoin de quelqu'un qui a une vision. C'est très simple. On a beaucoup de questions, figurez-vous, sur votre programme écologiste pour ces européennes. L'écologie, finalement, semble être important dans cette campagne pour nos internautes. Vous prenez un Grenelle de l'environnement au niveau européen dans votre programme, notamment pour garantir, je vous cite, notre indépendance énergétique. Ça posera sans doute un certain nombre de problèmes, de négociations, de discussions. Est-ce qu'il faudra convaincre, par exemple, nos amis allemands de ne pas sortir de nucléaire ou de les convaincre que le nucléaire est encore important dans le mix énergétique? L'Europe, c'est pas la France seulement. Hein, ce sont aussi d'autres pays. Et donc là aussi, c'est une culture. Chacun doit avoir sa vision. Et ensuite, on doit être capable de parler ensemble et de s'accorder sur l'essentiel, en s'écoutant. C'est ça l'Europe, hein. On n'impose pas sa propre vision. À un moment, il faut décider. On en délibère. Il faut prendre une décision. Oui, mais je veux dire, l'Europe que nous voulons faire, elle n'est pas, c'est pas une Europe forcément uniquement française. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, oui, c'est très important de décider d'avoir, par exemple, une politique commune en matière d'énergie. On voit bien ce qui se passe avec Poutine et le gaz russe. Moi, je suis allé plusieurs fois en Ukraine. Peut-être on parlera de l'Ukraine dans quelques instants. On voit bien qu'au fond, la question de l'énergie, on fait du chantage politique avec le prix de l'énergie. Donc on l'augmente ou on le baisse en fonction de la situation politique. Donc ça nous rend dépendants. Dépendants d'une énergie d'abord, et puis dépendants politiquement. Et donc il faut qu'on travaille à une autosuffisance, il faut qu'on travaille à un mix énergétique, il faut qu'on travaille à des énergies qui soient décarbonées. Avec le nucléaire, on a du nucléaire en France. Avec le nucléaire, à condition que la question de sécurité, de transparence, de tout ça soit à chaque fois qu'on le peut renforcée. Mais c'est un atout pour la France. Et pour l'Europe et donc il faut qu'on travaille à une énergie. Moi, je n'impose pas. Je veux dire,
il y a eu un choix français souverain sur la question du nucléaire. Les Allemands ont fait un autre choix. Essayons de comprendre l'histoire des uns et des autres. Et essayons de respecter l'histoire des uns et des autres. Alors, ce qui pose problème, c'est qu'ils ont, au fond, à partir du charbon, ils font leur énergie aujourd'hui. Donc, ils sont ils essayent d'avancer beaucoup vers le renouvelable. Et donc, je soutiens évidemment. Et nous, d'avoir du nucléaire ne doit pas nous empêcher d'avancer aussi vers le renouvelable. Et ça, ce sont des objectifs communs dont on peut effectivement délibérer, sur lesquels on peut se mettre d'accord dans un grand Grenelle de l'environnement européen. Alors une question d'un internaute, Bernie Gunther. Peut-on être libéral résolument pour l'Europe des marchés et du libre-échange et condamner le traité transatlantique ? Moi, je ne sais pas si je suis libéral, ce n'est pas le mot que j'emploierais. Je crois à l'économie de marché, je crois que ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Vous savez, ça a l'air simple de dire ça, mais malheureusement, ce n'est pas toujours très répandu, y compris en France. Donc, il y a des gens ça vient. Ça vient doucement. Ça vient doucement. Sur le marché transatlantique. Donc, ensuite, sur le marché transatlantique, je voudrais d'abord faire un préalable. Dire un préalable. On dit, cette Europe, elle va négocier avec les Américains, le marché, c'est atroce. Bon, on va y venir, sur le fond. Qu'est-ce qui a donné mandat à la Commission ? C'est ce que je disais tout à l'heure, en juillet dernier. Les chefs d'État et de gouvernement européens. Quand ils ont donné mandat à la Commission d'entamer les pourparlers, les négociations avec les Américains, avec un mandat, est-ce qu'ils sont allés voir avant leurs opinions chez eux ? Est-ce qu'ils ont ouvert le débat chacun dans leur pays ? En tous les cas, est-ce que la France a ouvert le débat chez elle ? Est-ce que François Hollande a fait une conférence de presse en disant « Voilà, je m'apprête à donner un mandat à la commission de négociation. C'est un traité très important, ça représentera presque 50% du commerce international. Je ne veux pas donner ce mandat sans, au fond, avoir un débat en France, sans saisir le Parlement, l'Assemblée, le Sénat. Je veux que pendant plusieurs semaines, on en débatte. Je veux entendre les organisations syndicales ou patronales sur la question. Je veux entendre nos agriculteurs, je veux entendre nos inventeurs. » Est-ce qu'on a fait ça ? Non. On l'a fait en catimini. On a donné un mandat, ni vu ni connu. Puis après, on dit « Ah non, c'est pas nous, hein, c'est l'Europe. » Vous voyez, c'est exactement ça. On met le doigt exactement sur ce qui dysfonctionne par manque de courage de nos dirigeants. Ça, c'était une chose que je voulais dire au début, parce que personne ne le sait. Après, moi, je vous dis, je ne validerai pas, je ne signerai pas comme parlementaire européenne un accord. On n'en est qu'au début, hein, donc n'affolons pas, mais il faut défendre. Moi, j'ai des lignes rouges. Il y a 3 lignes rouges. La première, c'est qu'il faut un débat transparent, démocratique, pas seulement au Parlement européen, dans les parlements nationaux, dans les démocraties nationales. Avec un référendum en France, par exemple. Il faut faire en Europe ce que les Américains font avec leur Congrès. Au Congrès américain, tous les jours, vous avez les hommes du Congrès qui disent nous, voilà nos lignes rouges pour nos agriculteurs, pour nos industries, pour nos entreprises. Eh bien, je trouve qu'on doit faire la même chose en Europe. J'y viens, la même chose en Europe. Donc, premier point, la démocratie. Deuxième point, la question du contenu. C'est au moins aussi important. Nous avons en Europe les normes les plus exigeantes au monde. Certains trouvent que c'est pas bien, moi je trouve que c'est bien. Ce sont des normes qui nous protègent, qui protègent les consommateurs, qui protègent les citoyens. Des normes sanitaires, des normes environnementales, des normes sociales. On ne peut pas accepter que ces normes soient dégradées dans un accord avec les Américains. Donc on ne peut pas accepter demain de recevoir, de consommer du poulet au chlore ou des OGM alors qu'on n'en veut pas. C'est hors de question, c'est une ligne rouge. Troisième ligne rouge, ce qu'on appelle le règlement des différends, c'est-à-dire l'idée qu'il pourrait y avoir des tribunaux qui soient au-delà, qui passent au-delà des lois que nous avons chacun chez nous. Là encore, la réponse est non. Et le référendum, pour conclure le traité, c'est une piste souhaitable ou le précédent du... Moi, je suis pour que... la Constitution... pour qu'on puisse avancer demain, pour qu'on puisse avancer demain vers des référendums européens. Alors, c'est pas simple, hein, parce qu'un référendum européen, il faut que ça soit un sujet simple, qu'on soumette les Européens à la même question le même jour, que cette réponse entraîne des choix, même si un pays tout entier dit non. Donc, c'est quelque chose, encore un peu idéaliste. Mais en tous les cas, j'aimerais qu'un jour, à terme, le jour où on a une vraie démocratie européenne, et là, ce serait l'exemple... on puisse avoir, pourquoi pas, des référendums européens. Là, c'est peut-être un petit peu tôt. En tous les cas, ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait ces débats, pas seulement au Parlement européen, mais chez nous, comme je vous l'ai dit, dans nos démocraties nationales. On a vu sur la Constitution... Nous ne les avons pas sur la le traité Constitution, il y a eu débat au Parlement qui allait à l'encontre du référendum précédent, et les Français ont l'impression qu'il n'y a pas eu de démocratie au final, puisqu'on n'a pas respecté leur vote. Mais c'est pour ça que c'est compliqué. Mais la démocratie, c'est aussi la démocratie parlementaire. Donc moi, je soutiens l'idée qu'on peut avoir des référendums sur des sujets importants. Et en même temps, je
je pense que c'est très important de respecter la démocratie parlementaire. C'est même vital. On a beaucoup de questions en internaute, Marielle de Sarnez, également sur le niveau d'indemnité des parlements européens. Je prends celle de Michel06 qui nous dit « Que pensez-vous du niveau d'indemnité des parlementaires européens ? Alors que l'Europe mène des politiques d'austérité, ne faudrait-il pas baisser, au moins pour le symbole, ces indemnités ?» C'est le même, les députés européens sont payés comme les députés nationaux. Alors vous allez me dire, probablement les députés nationaux sont payés trop cher, peut-être. Alors à ce moment-là, baissons. Moi, je veux dire, je suis ouverte à tout. Le niveau du salaire, de la rémunération des députés européens est le même que celui d'un député national français. J'ai les chiffres sous les yeux. On est à 8020 euros en 2014, avant imposition, financé par le budget du Parlement européen, après déduction de l'impôt européen de la cotisation d'assurance accident. Oui, c'est un peu moins, je crois. La rémunération est un peu moins. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des frais de représentation. Ces frais de représentation, moi, je suis assez d'accord pour qu'on les diminue. C'est exactement la même chose que pour les députés et sénateurs en France. Nous, d'ailleurs, à chaque fois, on vote des rapports, à chaque fois. Non. Avec les frais de fonctionnement et mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça, mais c'est pas grave, mais c'est pas ça. Vous savez à peu près combien gagne un député européen ? C'est le salaire, je vous le dis, d'un député français. Donc je crois que c'est 6 000 euros, quelque chose comme ça. Et après, il y a les indemnités qui viennent en plus, mais les indemnités, elles doivent pouvoir être justifiées. Puis si on trouve qu'on donne trop d'indemnités, que les gens ne les dépensent pas dans l'exercice de leur mandat, qu'on diminue les indemnités, qu'on les diminue par 2, par 3, par 4. Moi, je veux dire, je suis ouverte à tout ça. Mais il faut savoir que c'est la même chose dans nos démocraties nationales. Voilà. Très bien, allez, on va passer à notre séquence traditionnelle dans l'émission, notre séquence pour ou contre. Un pour ou contre qu'on a décidé de consacrer encore à l'Europe, avec comme angle cette fois-ci de parler des institutions bien précisément. Alors le pour ou contre, très simplement une séquence dans laquelle on vous demande de vous prononcer pour ou contre une proposition. Et la première est celle-ci, Michel. Marielle de Sarnez, est-ce que vous êtes pour ou contre des élections européennes avec des listes pan-européennes, c'est-à-dire les mêmes? Pour, 100 fois pour. J'ai voté tous les rapports au Parlement européen qui vont dans ce sens-là, pour donner au moins 10% de députés européens qui seraient élus dans une circonscription européenne. J'ai voté tous les rapports qui bloquent depuis des années les chefs d'État et de gouvernement qui n'ont jamais validé cette idée-là et qui est cependant une très belle idée parce que là, c'est vraiment créateur d'un endroit, d'un lieu de débat démocratique, c'est-à-dire l'élection est européenne. Et donc, on ferait avancer la démocratie européenne. Êtes-vous pour ou contre une dévaluation de l'euro ? Je pense que, vous savez, tous les gens qui se plaignent aujourd'hui que l'euro soit trop fort, c'est les mêmes qui disaient « Oh là là, c'est embêtant, on va avoir un euro faible et tout ». Moi, je trouve que l'euro est une monnaie forte. Giscard l'a rappelé il y a quelques jours, avec force. Ça m'a fait tout à fait plaisir de l'entendre, dire que l'euro était une monnaie forte, qui était une des 2 monnaies de réserve du monde. C'est vrai. Il faut savoir par ailleurs que notre commerce extérieur, on le fait pour 75% au sein de la zone euro. Et il faut savoir par ailleurs qu'avec un euro fort, on paye moins cher l'énergie qu'on importe d'ailleurs. Donc il y a des avantages aussi. Après, je trouve que la BCE fait plutôt bien son travail. La BCE elle-même a dit en début de semaine que l'euro était trop fort. Oui, mais je trouve qu'elle fait plutôt bien son travail en ce moment. Les taux ne sont pas si élevés que ça. Pour ou contre Marielle de Sarnez, un président de l'Union européenne élu au suffrage universel? C'est la proposition de notre programme, une des premières propositions de notre programme, c'est de fusionner la présidence. Alors aujourd'hui, avant le traité de Lisbonne, il y avait juste un président de la Commission et une présidence tournante. On a fait un traité de Lisbonne pour, soi-disant, rendre les institutions plus lisibles. Résultat des courses, on les a rendues moins lisibles, puisqu'on a rajouter un certain nombre de responsabilités. On a toujours la présidence tournante, mais on a rajouté un président du Conseil, c'est aujourd'hui M. Van Rompuy, parfaitement inconnu de tout le monde. On a rajouté un ministre des Affaires étrangères, c'est Mme Ashton, à mon avis aussi inconnue et discrète. Et on a toujours un président... C'est les deux choses. On a toujours un président de la Commission, M. Barroso, que 70% des Français ne connaissent pas dans un récent sondage. C'est dû à quoi? Au fond, pas seulement, c'est pas dû aux institutions seulement. On a choisi, alors je vais y venir, moi je crois que c'est mieux d'avoir un président plutôt que 3 fonctions comme ça. C'est facile. Hein. Kissinger disait l'Europe quel numéro, et aujourd'hui il dit toujours que l'Europe quel numéro. Hein. Et donc il faut un seul numéro, il faut un seul visage. La démocratie, ça passe par l'incarnation. Aujourd'hui c'est Merkel. Voilà, et donc il faut une incarnation, et donc je suis pour un président ou une présidente de l'Union européenne par la fusion
du président du Conseil et du président de la Commission, ce qui est d'ailleurs prévu dans les traités. Vous me dites pourquoi ils sont faibles et pourquoi ils ne sont pas très connus? Parce que les chefs d'État les ont nommés pour ça. C'est-à-dire qu'on a choisi Mme Ashton. On a choisi des gens Rompuy. qui ne risquaient pas de faire d'ombre aux chefs d'État et de gouvernement, puisque c'est eux qui les choisissent. Vous ciblez quand même régulièrement les chefs d'État dans... Ils ont dans une part dysfonctionnement, immense de responsabilité. Oui. Une part immense de responsabilité. Vous savez, nous, on propose aussi une réforme très très simple. C'est qu'au Conseil européen, les débats, les délibérations, les prises de décision ne se passent plus à huis clos, mais soient publiques. Juste pour voir que quand François Hollande dit quelque chose en France, lui ou un ministre, ou X ou Y, mais c'était pareil avec Sarkozy, ils disent vraiment la même chose à Bruxelles, quoi. Et qui défendent vraiment la même position à Bruxelles. Ça, c'est une réforme qui coûterait 0 €, mais qui ferait aussi progresser les choses. Pour ou contre Maëlle de Oui, Sarnez? toujours. Donc, un certain nombre de pays du continent ne font pas partie de l'Union européenne. Est-ce que vous êtes pour ou contre leur entrée dans l'UE? Je ne sais pas à quel pays vous faites référence. Si vous parlez de la Norvège, de la Suisse, ou Non. si vous parlez de l'Ukraine ou de la Russie. Serbie. Non, mais La Serbie, par moi, je exemple. crois qu'il faut faire une pause. Là, on est dans le continent. Je crois qu'il faut la faire, Suisse, on est dans oui, le continent. Je crois qu'il faut faire une pause pour l'élargissement. Voilà. Moi, j'étais déjà pour l'approfondissement avant l'élargissement, à l'époque où on a ouvert aux pays de l'Est. Alors, l'histoire faisait que, oui, il fallait évidemment tendre cette main et que c'était important de le faire au regard de l'histoire et de ce que ces peuples avaient vécu. Mais je vous dis, aujourd'hui, pour les 5 années qui viennent, je vous donne, moi, ma position. Je pense qu'il faut faire une pause. Et quand vous parlez de renforcement et d'approfondissement, vous pensez je au 28? pense à la zone euro. Non, je pense ou au à la 18 de la voilà. zone euro. D'accord. Je pense qu'il y a un lieu d'intégration qui est tout naturellement ceux qui ont la même monnaie en partage. Quand on partage une monnaie, on doit partager une politique économique, une politique budgétaire, une politique fiscale. Par exemple, c'est le premier point de notre programme. Nous disons à 5 ans, on veut se battre pour un agenda de la convergence fiscale et sociale. On veut faire converger fiscalité et systèmes sociaux au sein de la zone euro, pas au sein des 28, au sein de la zone euro. On ne peut plus avoir les disparités qu'on a aujourd'hui. Ça nuit aussi à notre productivité et en plus c'est inégalitaire. La théorie des cercles avancée par l'UMP sur l'Europe recentrée, d'une part, l'Europe de l'Eurogroupe. La théorie des cercles, c'est Mitterrand qui l'a inventée. Alors, oui, si vous mais voulez, oui, je reprends le propos, mais non, vous mais savez, cette Europe il recentrée faut d'une rendre part, à celui qui a rendons à conçu les César. choses. Moi, je suis pour les cercles depuis longtemps. Est-ce que c'est une idée qui vous séduit? Mais ça fait depuis toujours, on le dit depuis toujours, il faut un noyau dur qui soit la zone euro. Pas un noyau dur plus resserré encore pour avoir un approfondissement. Façon Wauquiez, 4 pays, 2 Voilà. pays, 1 pays, non, Oui. non. La zone euro. Et ensuite, il faut un deuxième cercle avec l'Union européenne qui doit avoir des politiques en commun. Et après, on peut imaginer la politique des cercles. C'est ce que Mitterrand disait. Par exemple, il disait ça pour la Turquie déjà. Donc, au fond, on peut avoir pas une Union européenne qui s'élargit, mais une politique de cercle, de partenariat qui soit ouvert avec les pays qui nous entourent. Je partage cette thèse. Toujours en matière d'approfondissement, est-ce que vous êtes favorable ou pas à une armée européenne? Je suis favorable à une défense commune européenne, mais je fais attention aux mots que j'utilise. Je suis favorable à une mutualisation de nos armées, de nos forces de défense. Je suis favorable à une mutualisation de notre industrie de la défense. Je ne crois pas à la création d'une armée européenne hors sol. Il y a des gens qui sont pour ça, hors sol. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas se faire. Par contre, je crois que nos forces de défense doivent travailler ensemble. On a aujourd'hui un débat en France sur, évidemment, éventuellement la baisse de ressources de l'armée. Je crois qu'il faut, au contraire, garder aujourd'hui le budget que nous avons pour notre défense, qu'on en a tout à fait besoin dans le monde qui vient, mais qu'on a besoin aussi de construire enfin cette défense commune. Maëlle de Sarnez, on passe à un autre chapitre, on quitte un peu l'Europe pour y revenir un peu plus tard. On va parler un petit peu du gouvernement. Manuel Valls a annoncé il y a quelques jours, dimanche soir, un geste nouveau pour les contribuables les plus modestes, après un geste en faveur des petits retraités. Est-ce que vous saluez ce geste ou bien est-ce que vous dénoncez une nouvelle entorse au pacte d'économie? Non, je ne dénonce pas. Je comprends la logique de ce qu'il a dit. Après, on peut se poser des questions. C'est-à-dire, il va y avoir des économies de 50 milliards. Où vont-elles être faites? Je ne le sais pas. Est-ce que ça va être juste des économies de rabot, c'est-à-dire dire à chaque ministère, vous dépensez moins, vous dépensez moins? Ou est-ce que c'est des économies qui sont générées par des vraies réformes de structure, pas seulement de nos collectivités, on va peut-être y venir, mais également de l'État, par exemple. À quoi ça l'État? Sur quoi on le recentre? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit mieux faire? Pour l'instant, je ne vois pas très clair, même si
au fond, je comprends très bien, moi je n'aurais pas voté contre, parce que nous demandons depuis plusieurs années avec François Bayrou, il faut être cohérent dans la vie politique. Vous on demande demandiez depuis même un peu plusieurs plus. années, au fond, on demande depuis plusieurs années de ne pas laisser filer la dette et le déficit. Et donc, quand il y a un effort qui est fait... Vous saluez cet effort? Oui, je salue en tous les cas l'orientation. Après, il faut voir si c'est... Donc, moi, on peut se poser des questions. C'est-à-dire, il dit, je vais économiser 50 milliards, donc comment il les économise? Quelle réforme de structure? Puis ensuite, je vais redonner 30 milliards aux entreprises, je vais redonner de l'argent aux ménages, c'est très bien, et je vais en même temps rembourser ma dette. Moi, je ne sais pas très bien comment on fait tout ça à la fois. Voilà, ce sont des questions que je pose aujourd'hui. À propos de la situation justement macroéconomique, Jean-Christophe Cambadélis a dit que François Hollande avait stoppé le déclin de la France. Vous trouvez que c'est l'expression qui convient? On attend un taux de croissance de 1,5% l'année prochaine. Non, je ne trouve pas. Mon pays, d'abord, n'est pas forcément en déclin, il est en difficulté. Il est en difficulté dû, bien sûr, au contexte extérieur, mais il est en difficulté parce qu'il a ses propres problèmes et qu'il n'a pas, au fond, porté les réformes. Je ne sais pas, prenons un exemple, la réforme des retraites. Nous, ça fait 20 ans que nous disons qu'il faut faire un régime de retraite par points. C'est la seule façon, au fond, de garantir et de viabiliser sur le long terme la question des retraites. Et de rendre visible la bien retraite sûr. de chacun. Et là, au fond, vous rendez visible, vous avez une seule retraite, vous n'avez plus de régimes spéciaux, vous avez des points, selon que vous avez travaillé tôt, selon que votre métier était pénible, selon que vous avez des enfants. Vous partez quand vous voulez, au fond, puisque vous accumulez des points, et le point a une certaine valeur. C'est une réforme qui est vraiment la réforme probablement la plus intelligente pour les retraites, que Sarkozy n'a pas mis en place quand il est président et que Hollande n'a toujours pas mis en place. Donc voilà, moi, je veux dire, c'est ce manque de réponse-là qui pénalise la France. Et pour l'instant, je ne vois pas vraiment ces rendez-vous de réforme, je ne les vois pas vraiment. Alors on va venir probablement au territoire, là je vois une intention, après on va regarder la question. Puisque l'internaute Samantha constate que les centristes ont salué l'annonce de la réforme territoriale. Les députés se sont abstenus largement également, constate-t-elle, sur le pacte de solidarité de Valls. Et sa conclusion est, et si le centre se rapprochait davantage du PS que de l'UMP? Au fond, si Valls faisait les réformes que nous appelons de nos voeux, si on pourrait donc le faire à l'inverse de ce que vous venez de dire, c'est finalement Valls peut-être qui se rapproche dans ses intentions. Après, il faut voir si elles sont réalisées, aussi bien pour les économies, il faut voir si elles sont faites et avec quelles réformes, que pour la réforme territoriale. Donc c'est le PS qui se rapproche du centre plutôt que pas le l'inverse. PS, c'est Manuel Valls, c'est dans ses déclarations. C'est pas le PS, parce qu'on voit bien que Manuel Valls, il a quelques difficultés avec sa majorité. Je ne vais pas rappeler les 41 qui n'ont pas voté avec lui, mais enfin, c'est quand même pas rien. 41, et vous avez envie que Valls réussisse? Mais moi, j'ai envie que la France réussisse. Donc j'ai envie que mon pays réussisse. De la France Simplement, je me pose plein de questions. questions. Parce que je me demande si c'est pas trop tard. Je me demande s'il a encore la capacité, au fond, et la majorité pour conduire les réformes. Je me demande si sur des réformes lourdes, comme la réforme des territoires, si le consensus est possible. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que l'opposition va lui donner cette possibilité-là? Mais l'opposition façon pas UMP, si simple, l'opposition façon UMP, elle ne rend pas service à la France, à vous entendre. L'opposition, elle fait son travail d'opposition. Elle ferait mieux d'encourager. Elle fait son travail d'opposition. J'ai rien à dire contre ça. Simplement, moi, je plaide pour la cohérence. Quand on demande des économies depuis longtemps et qu'on commence à en faire, je trouve ça stupide qu'on soit contre. Quand on dit depuis longtemps que le millefeuille territorial doit être réformé, qu'il y a trop de niveaux, et quand on commence à nous dire « Ah bon, on va peut-être supprimer un niveau, ou en tous les cas fusionner département et région », la cohérence, c'est de dire « Ah ça nous intéresse ». Donc l'UMP n'est pas cohérente. C'est ce qu'on demande depuis longtemps. Donc pour moi, j'essaye, en tous les cas, au centre, nous essayons d'avoir une cohérence à travers du temps et de regarder les choses en vérité. Et repousser les élections locales d'un an, comme l'a proposé François Hollande, ça, vous y êtes favorable du coup? Moi, je dis que si la réforme se fait, si ce n'est pas dilatoire, c'est-à-dire si on ne repousse pas les élections pour ne rien faire, si la réforme se fait, si elle va dans le bon sens et qu'on repousse les élections de quelques mois, je trouve rien de choquant. Ça serait plus choquant, au fond, peut-être d'élire des conseillers généraux pour ensuite les supprimer. Je veux dire, tout ceci n'aurait pas beaucoup de sens. Maintenant, je ne suis pas du tout sûre que Manuel Valls soit en capacité de réussir cette réforme-là. Je ne suis pas du tout sûre que ce ne soit pas un peu trop tard. Je ne suis pas du tout sûre que le climat, au fond, d'opposition, de tension dans le pays, je ne suis pas sûre qu'ils s'y prennent tous très très bien, finalement, parce que quelquefois, ils changent d'avis, de pied. Un jour, ils disent telle chose, l'autre jour, telle chose.
Parce que ce que dit l'UMP, c'est qu'au Comment final, va-t-il s'y Hollande prendre? ferait Je n'en cette sais rien. réforme juste pour repousser d'1 an, compte tenu de l'impopularité du gouvernement, et conserver un an de plus la j'entends majorité bien, dans les... j'entends bien. les assemblées J'espère vraiment que c'est pas ça que François Hollande a en tête. Je le souhaite vraiment. C'est-à-dire, j'espère que ce qu'il a dit n'est pas dilatoire. Mais ça, on peut très bien le démontrer. Soit ils se mettent au travail, il va recevoir les chefs de parti. François Bayrou va chez lui, va à l'Élysée après-demain. Il va recevoir l'ensemble des chefs de parti pour leur dire comment ils voient les choses. On en saura peut-être plus cette semaine. Si ça n'est pas dilatoire, si ça va dans le bon sens, et si on trouve une réponse pour tout ce qui est territoires ruraux. Parce que, au fond, c'est ça la question aussi, c'est quelle future architecture? Il faut évidemment que les compétences de proximité qui sont aujourd'hui gérées par les conseils généraux soient données à des instances de proximité. Alors, dans les zones urbaines, on voit que ça peut être les villes, les métropoles, les agglos. Dans les territoires ruraux, comment on fait pour, au fond, faciliter aussi la gestion de proximité qui est aujourd'hui dévolue au département? C'est aussi une question. On voit bien que compte tenu de la faiblesse de la majorité actuelle, sur ces questions-là, le centre a une carte importante à jouer, un rôle extrêmement important, une responsabilité particulière aujourd'hui. Est-ce que le centre est organisé, armé et incarné aujourd'hui par quelqu'un qui est capable de peser et de débattre avec le gouvernement? Écoutez, oui. Est-ce que c'est François Bayrou, en l'absence de Jean-Louis Borloo? Est-ce que cette question, elle est importante? C'est pas uniquement... Non, mais nous avons travaillé avec François au rassemblement des centres. Centre droit, l'UDI, centre-centre, le mouvement démocrate auquel j'appartiens. C'est une première étape. Ils ont marqué une abstention, les parlementaires du centre, à l'Assemblée nationale. J'ai trouvé que c'était un signe intéressant. Comme a dit François Bayrou, c'est un signe positif de s'abstenir quand on est dans l'opposition. Voilà. Donc je crois qu'ils sont de bonne foi, que nous sommes de bonne foi. Je crois d'ailleurs que le centre doit être de bonne foi et doit être cohérent. Alors après, ça n'empêche pas de poser des questions, ça n'empêche pas d'avoir des exigences et de voir si nous aurons les bonnes réponses aux questions que nous posons. François Bayrou peut rassembler le centre? Selon vous, c'est l'homme qu'il faut pour... Écoutez, François Bayrou, il est élu maire de Pau, il est très heureux d'être élu maire de Pau. Il est un homme qui pèse, bien sûr, dans le centre français, qui est une voix écoutée dans le centre français. Obligé de répondre à cette question. Il est une voix écoutée dans le centre français. Aujourd'hui, le centre français, on va dire... l'UDI va se chercher un responsable dans les mois qui viennent. Donc je ne vais pas me mêler de ça, si vous voulez bien, au jour d'aujourd'hui. Mais d'une manière générale, évidemment que la voix de François Bayrou, comme une des personnalités, on va dire, les plus importantes du centre, est entendue. On a une question précise avant de passer à la dernière séquence de notre émission, d'un internaute qui, lui, se pose des questions sur divergence de fond entre l'UDI et le Modem pour l'avenir, pour l'après-européenne. Il nous dit, par exemple, une question précise, est-ce que vous êtes, comme l'UDI, favorable à un retour aux 39 heures? Je crois que c'est une partie de l'UDI qui est favorable à ça. Je pense que vraiment l'application des 35 heures, comme ça a été fait en France, n'a pas été une bonne chose. Voilà, je vous le dis, parce que ça a créé un état d'esprit, au fond, qui n'est pas un état d'esprit allant et productif. Il y a eu, alors je sais bien qu'on va dire que depuis le début des temps, on va plutôt abaisser le nombre d'heures travaillées plutôt qu'à les augmenter. C'est vrai aussi. Mais je trouve qu'à un moment, en France, c'est de décider que tout le monde fera à peu près la même chose à la même heure. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis pour une grande souplesse. 35 heures pour le coup. Je suis pour une grande souplesse. Je suis pour une grande souplesse. Je suis pour de la flexibilité maximalement. Et après, c'est très compliqué de décréter qu'on va refaire travailler les personnes 39 heures en continuant à les payer 35 heures. Je trouve que ça mérite débat. Allez, on passe à la dernière séquence de l'émission. Il nous reste 5 bonnes minutes. C'est la séquence fil de la semaine. On revient sur les actualités qui ont marqué les derniers jours de la semaine. On commence avec l'actualité qui a marqué vendredi. Voilà, et vendredi, la visite d'Arnaud Montebourg à Berlin pour évoquer le rachat d'Alstom Energy. Pour Angela Merkel, ça ne concerne que les entreprises. Est-ce que vous êtes également sur la même longueur d'onde? Non. Je ne suis pas sur la même longueur d'onde. Et si Angela Merkel était de bonne foi, on a fait Airbus. Et s'il n'y avait pas eu les États, on n'aurait pas fait Airbus. S'il n'y avait pas eu de volonté politique, on n'aurait pas fait Airbus. Donc la stratégie industrielle, la création d'emplois, le fait qu'on fabrique et qu'on crée de grands groupes, non, ça ne concerne pas que les groupes ou les entreprises. Ça concerne aussi les États et j'espère l'Europe. Et donc moi je souhaite une coopération
Je souhaite que quelque chose puisse se construire, que j'espère que ce n'est pas fichu, puisse se construire entre Alstom et Siemens. Parce qu'on pourrait faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un géant européen en matière d'énergie et un géant européen en matière de transport. Et donc on aurait tout d'un coup 2 géants européens. Et donc je suis au contraire favorable à une réindustrialisation de l'Europe, à davantage de stratégie dans les choix industriels européens. On passe à l'actualité de samedi, l'Eurovision. Conchita Wurst a gagné l'Eurovision et les réactions ont été nombreuses et contrastées. Ouais. Qu'est-ce que ça révèle selon vous, plus les réactions qui ont suscité cette élection? Il y a une vraie divergence entre l'Europe occidentale qui salue la tolérance de cette élection et puis une Europe de l'Est un peu plus divisée, en tout cas qui ne comprend pas ou ne veut pas comprendre que c'est un signe de tolérance. Est-ce qu'il faut vraiment tracer un trait comme ça entre l'Europe de l'Est et de l'Ouest? Parce qu'il y a des gens qui, au sein de l'Europe de l'Ouest, sont contre, il y a des d'autres qui divisions sont manifestes, pour. en tout cas. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que les divisions sont partout, elles Oui. ne sont pas d'un côté d'un mur, comme ça, comme vous venez de dire. Je ne le crois pas. Je caricature un peu. Mais Voilà, moi je l'ai entendu, et la seule chose que j'ai entendue et vue, c'est quelqu'un qui chante formidablement et une très jolie chanson. Moi, personnellement, voilà. Autre thème sujet qui divise ou qui polémique en tout cas, Christiane Taubira est au cœur d'un débat, je ne sais pas s'il faut appeler ça un débat d'ailleurs, pour avoir laissé une soliste en fait interpréter la Marseillaise. On lui a reproché de ne pas l'avoir chantée. Ça vous inspire quoi, ce genre de polémique? Écoutez, d'abord, je trouve qu'on en fait trop. Cette espèce d'affaire comme ça qu'on monte en exergue parce que les gens pensent faire des voix en ciblant comme ça quelqu'un. Je déteste ça, je Taubira déteste ce fond électoraliste, tout ça. Je pense que les déclarations qu'elle a faites étaient hyper maladroites, mais je pense que ça justifie pas tout ça. Et c'est Benoît Hamon qui a dit quelque chose d'intéressant, parce qu'il a dit « j'étais à côté d'elle, j'ai pas chanté non plus, moi on m'a rien dit ». Alors posons-nous la question. Voilà. Vous pensez que là, écoutez, l'UMP, le FN, Benoît Hamon était à côté d'elle, il n'a pas chanté la Marseillaise, il n'a pas été ciblé. Est-ce que c'est pas ce genre de polémique qui éloigne la politique des Français finalement? C'est pas des polémiques intéressantes en tous les cas. On aurait plutôt envie de parler de problèmes de fond, comme on vient de le faire pendant une demi-heure, de savoir ce qu'on peut faire avec notre justice, de savoir comment on peut faire, je ne sais pas moi, comment on peut faire avancer un certain nombre de règles en Europe en matière de justice, comment on peut même régler, je ne sais pas, de nouvelles politiques. Plutôt que de polémiquer sur ce genre de choses. Justement, on va finir cette émission avec un point sensible de la politique et de la géopolitique actuelle. On va parler d'Ukraine, pour finir. Voilà, avec le vote séparatiste qualifié d'illégal par les démocraties occidentales, peut-on avoir une partition de l'Ukraine à moyen terme? Est-ce que c'est une solution pour vous qui permettrait d'éviter l'envenimement du conflit? Non. La seule solution pour moi, c'est que la souveraineté de l'Ukraine soit reconnue par M. Poutine et par tout le monde. Deuxièmement, ce référendum, c'était une mascarade. Moi, j'ai eu les gens en Ukraine au téléphone. Il y avait tous les bureaux de vote n'étaient pas ouverts, certains étaient ouverts. On votait dans la rue. Il y avait des hommes en armes partout. Il y avait des listes où il n'y avait pas de liste électorale. Enfin, tout ça n'est pas raisonnable. 89% de oui, officiellement. Mais les pro-russes ont déjà dit que l'élection présidentielle serait boycottée par eux. Donc. Moi, je crois qu'il faut que l'Europe parle d'une voix plus unie et plus forte sur la question ukrainienne, que Vladimir Poutine entende l'Europe parler d'une seule voix. Je salue ce que fait aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères allemand qui est sur place pour essayer de nouer un dialogue national, au fond, entre les différentes régions d'Ukraine. Je crois que l'Europe se doit de tout faire pour parvenir à un plan de paix, de mettre autour de la table M. Poutine, les Ukrainiens et l'Europe, et de proposer une organisation fédérale du pays, fédérale, pour que les identités de chacun et de chacune soient respectées, y compris les langues. C'est important. On ne changera pas la géopolitique et la situation géographique et son histoire de l'Ukraine. Mais l'Ukraine a droit à sa souveraineté et a droit d'être respectée. Et elle a le droit de regarder vers l'Europe, pas pour y adhérer, mais parce qu'elle respecte les valeurs européennes. Et nous, Européens, on devrait être fiers de ça. Parce qu'au fond, ce que les Ukrainiens regardent quand ils nous regardent, c'est ce que nous avons chez nous. L'état de droit, la justice indépendante, des médias libres, des droits fondamentaux respectés, des libertés fondamentales respectées. C'est pour ça qu'ils ont besoin de nous. Pour ça, c'est bien que Vladimir Poutine vienne sur les plages du débarquement? Non, je ne le trouve pas. Alors je comprends que commémoration, l'histoire que nous avons en commun, la lutte contre le nazi, tout ça je le comprends, je l'entends. Et en même temps, je suis très réservée sur le fait que la France
le fasse Mais venir on a l'impression en ce moment. dans cette affaire ukrainienne que l'Europe parle beaucoup par la voix de l'Allemagne et peu par sa voix propre. Oui. Est-ce que c'est pas le symbole finalement du manque d'unité Oui, mais européenne? si l'Allemagne, au fond, tient une position dans laquelle on peut se reconnaître, se retrouver tous, moi j'aime autant que ce soit l'Allemagne qui parle que Bruxelles, c'est pas un sujet. À partir du moment où l'Allemagne le fait en notre nom à tous. Est-ce que l'Allemagne, par c'est pas le rôle de exemple, Madame Ashton est-ce que plutôt, l'Allemagne est plus proche de l'Ukraine par sa tradition que nous, la France? Je vous dis oui, parce que moi je suis allée plusieurs fois en Ukraine, j'étais une des seules Françaises à y aller. Par contre, il y avait beaucoup de parlementaires européens ou de parlementaires allemands qui étaient là, et polonais. Donc les Allemands et les Polonais, ils ont un lien avec l'Ukraine que nous n'avons pas. Si on peut mutualiser tout ça, et si le ministre des Affaires étrangères allemande, qui est aujourd'hui sur le terrain en Ukraine, peut le faire au nom de l'Europe, à ce moment-là, c'est une bonne chose. C'est pas le rôle de Madame Ashton de faire ça? Oui, si vous voulez, c'est le rôle de Madame Ashton. Mais si quelqu'un d'autre qu'elle peut le faire mieux, moi je suis pour. Vladimir Poutine en France aussi joint, c'est une mauvaise idée. Est-ce qu'il faut continuer sur la vente des Mistral précisément? Non, moi je pense qu'il faut être plus ferme. Oui. Je pense qu'il faut La France avoir une pression diplomatique de toute l'Europe, ça pour le coup, de toute l'Europe, que toute l'Europe parle d'une seule voix, quitte à remettre que en cause Poutine certains dossiers commerciaux. ne joue pas de nos divisions, quitte à remettre en cause certains dossiers commerciaux, absolument, quitte à prendre des sanctions économiques, et en même temps, il faut la voie du dialogue, parce qu'on ne peut pas faire l'un sans faire l'autre. Et donc il faut en même temps travailler à une issue de sortie de crise, de sortie de ce conflit. Je veux dire, on a une situation de guerre civile aux frontières même de l'Union européenne. Et donc ça nous concerne tous. Ce sera le mot grave de la fin de cette émission. Merci Marie de Merci Sarnez à d'avoir vous. été avec nous. Merci messieurs d'avoir été avec moi pour comprendre cette émission. Merci aux internautes d'avoir été là pour suivre cette émission. Nous nous retrouvons mardi prochain à 10h avec Pascal Durand dans Direct Politique. D'ici là, restez connectés. À bientôt.